Voilà, vous êtes dans la causerie de ce lundi 2 décembre 2019. Bienvenue sur ce plateau pour animer cette causerie. Nous avons Loge Gandaro, bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Voilà, bonjour à tous. Voilà, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Merci d'être venu. En face de vous, nous avons Constant Yaouidéou, directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et encore sur ce plateau, un troisième, Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Bonjour. Bonjour, cher Bienvenue. Voilà. Et les trois glorieuses, 30 novembre 1972, 30 novembre 1974 et 30 novembre 1975, est-ce des balises pour le développement du Bénin? Nous allons en discuter. Et c'est pour cela nous sommes là d'ailleurs. Constant Yaouidéou, qu'est-ce qui fait la particularité de ces dates? Oui, la particularité de ces dates, c'est que ces dates ont marqué une rupture de l'héritage, ce que c'est l'héritage que je vais dire, de ce que le colonisateur nous a lagué. Et vous n'êtes pas sans savoir que en 60, quand on nous donnait l'indépendance, nous n'avons pas la maturité qu'il fallait pour prendre l'indépendance dans sa globalité. Donc notre identité manquait. L'affirmation de notre identité manquait sur plusieurs plans. Et ce qui nous a amené à l'instabilité politique que nous avons connue, parce que les visions n'étaient pas grandement partagées. Et la révolution du 26 octobre a permis de mettre fin à une certaine habitude que nous nous sommes donnés, surtout pour la stabilité politique. Je crois 9 coups d'État en 10 ans pour un pays qui veut se développer, je crois que ce n'était pas une bonne solution. Donc ces dates nous rappellent la volonté du peuple béninois, ou d'abord du peuple dahoméen, à se retrouver dans un nouveau système, à s'installer dans un nouveau système pour gérer son développement autrement, et gérer son indépendance autrement. Très bien. Le Gandaro, à ces différentes dates, différents événements, pouvez-vous nous rafraîchir un peu la mémoire et nous donner la particularité toujours de ces dates? Oui, tout à fait. Il y a une date qui retient l'attention, puisque les événements dont vous parlez, n'est-ce pas, on ne peut pas ne pas faire référence au 26 octobre 1972. Mais bien avant la date du 26 octobre 1972, vous savez que notre pays, le Dahomey, à l'époque, a cédé à la souveraineté nationale en 1960. N'est-ce pas? Et comme l'a souligné tout à l'heure mon confrère Yaouidéou, on a observé une certaine instabilité au plan politique et au plan économique. Ça c'est clair, marqué par des coups d'État, au point où on a qualifié à l'époque le Dahomey de pays spécial de coup d'État. L'armée rayait en force, il y avait les cadres de l'armée qui prenaient plaisir, n'est-ce pas, à faire des coups d'État. Et donc il y avait beaucoup plus du penchant pour la politique que de se soucier, de se préoccuper d'actions, d'investissements pour le développement économique du pays. Donc cette instabilité politique et économique que nous avons connue, n'est-ce pas, pendant quelques années a conduit finalement à ce qu'on a appelé le coup d'État du 26 octobre 1972, où l'armée a pris le pouvoir. L'armée prend le pouvoir avec le chef de bataillon, le commandant Mathieu Kérékou, et c'était comme pour marquer un changement radical. Aujourd'hui, nous parlons on en parlait de changement. Il y a quelques années, on parle de rupture aujourd'hui, mais c'était comme si la manière dont le pays était conduit, la manière dont les affaires de l'État étaient gérées, ne permettait pas vraiment aux dirigeants d'alors de s'investir véritablement pour le développement du pays. Donc dans le temps, le gouvernement militaire révolutionnaire prônait pour le changement. Pour un changement. Parce qu'on a parlé à l'époque
on a estimé que l'indépendance que nous avons eue, c'était une indépendance nominale. Les nouveaux dirigeants disent que c'est une indépendance nominale. Et après le colonialisme, que nous sommes en train de vivre une autre phase, le néocolonialisme. Donc tout ce qui se passait était considéré par les dirigeants de cette époque-là comme une autre forme de colonialisme. On parlait du néocolonialisme. Et il fallait rompre avec cet ordre-là, il fallait rompre avec cette manière de gouverner-là, cette manière de gérer les affaires publiques, pour se dire que nous allons accéder à une véritable indépendance en comptant sur nos propres forces, avec une autre forme d'idéologie qui permette vraiment d'impliquer, de faire participer tous les citoyens, n'est-ce pas, à la chose publique, à la gestion des affaires publiques, pour faire en sorte que nous disions que c'est à partir de nos propres ressources que nous allons développer le pays. Donc c'est aussi un genre de changement, une volonté de l'État de faire gérer les affaires par nous-mêmes et de se dire qu'avec nos propres ressources, nous pouvons nous développer. Donc l'armée a pris le pouvoir et nous avons eu, n'est-ce pas, assisté à un gouvernement militaire révolutionnaire. C'est parti de là. Mathieu Kérékou a pris le pouvoir avec de jeunes cadres. À l'époque, on parlait de Michel Aïpé, on parlait de Janvier Assoba, capitaine Janvier Assoba, capitaine Michel Aïpé et capitaine Michel Aladaye. Donc c'est les trois. Avec le doyen, n'est-ce pas, Mathieu Kérékou, qui a fait son temps, c'était le doyen dans l'armée. Ils ont estimé qu'avec son parcours et avec sa rigueur, son caractère, n'est-ce pas, il pouvait véritablement prendre le devant et, n'est-ce pas, faire aboutir ce changement dont il rêvait pour que nous cessions d'assister à des coups d'État à ne point en finir qui créent l'instabilité au plan politique et l'instabilité au plan économique. Très bien. Mathias Sossou, bien vrai que il y a eu assez d'événements qui ont amené peut-être le gouvernement militaire révolutionnaire dans le temps. Et en 72, le 30 novembre toujours en 72, le président Mathieu Kérékou, le général Mathieu Kérékou, dans le temps, avait fait un discours programme. Est-ce que selon vous, ce discours était un plan d'action? Est-ce que ce discours continue d'être d'actualité aujourd'hui? Oui, parce que en cette période où le commandant Mathieu Kérékou prenait le pouvoir, oui, le 26 octobre 1972, ce n'était pas après une élection qu'il avait pris le pouvoir. Si c'était après une élection organisée démocratiquement, on parlerait de projet de société. Comme c'est un coup d'État qui les a conduits à la tête de l'État, à la prise du pouvoir le 26 octobre 1972, et après quelques semaines, ils ont quand même pensé et trouvé qu'il faut présenter en quelque sorte un projet de société. Donc leur plan d'action, le plan d'action du gouvernement militaire révolutionnaire dans le temps. Et c'est pourquoi on a parlé de discours programme. C'est un discours qui a énuméré les différents chantiers qu'ils auront accomplis à la tête du pays. Et c'est comme si aujourd'hui on parle de projet de société, et le programme d'action du gouvernement. Et après, je crois que ce 30 novembre 1972, quand il y a eu le discours programme, c'est comme si les dates qui ont été prises pour en tout cas annoncer certaines réformes à la tête du pays étaient choisies à dessein. Et nous allons parler du 30 novembre 1974, qui a été marqué par le socialisme massif, et qui a été guidé par Lénine et Marx. Oui. Et c'est après ça que nous allons parler de 1975, 30 novembre toujours 1975. Merci. Pourquoi toujours 30 novembre 1975? C'est peut-être une explication. Ça peut-être une explication parce que il y avait en quelque sorte les spiritualistes qui étaient aux côtés du président Mathieu Kérékou. Est-ce que selon vous c'était une coïncidence ou bien? Je ne parlerai pas de coïncidence parce qu'il y a eu des dates qui ont été annoncées dans l'intervalle de ces trois-là, glorieuses, mais il n'y avait pas coïncidence nécessairement avec ces dates-là, mais on a choisi seulement les 30 novembre pour annoncer les grandes décisions capitales qui ont
présidé ou bien qui ont même, oui, au destiné de notre pays. Parce que vous allez constater que quand le gouvernement militaire révolutionnaire a pris le pouvoir, le 26 octobre, pourquoi on ne parle pas de 26 octobre, on parle ils pouvaient attendre, et le 26 octobre, ils vont encore annoncer des décisions. Pourquoi ils ont choisi à chaque fois les 30 novembre pour annoncer ces grandes décisions-là? Ou le 30 novembre 72, on parle de discours programme, et 30 novembre 1974, on parle de marxisme-léninisme qui est devenu le guide de notre philosophie de notre président. Et après, en 1975, on parle du changement du nom du Dahomey, qui est devenu aujourd'hui République populaire, en tout cas dans le temps c'était République populaire du Bénin, qui aujourd'hui après la conférence nationale est devenue République du Bénin. Vous savez, le Bénin était appelé République du Dahomey. République du Dahomey, c'est comme si c'est le royaume de Dahomey Tantan qui a porté ce nom-là, qui a continué. Mais ce 30 novembre, le président Kérékou a vu que le Bénin ne se limitait pas seulement au niveau de Dahomey. Et donc, pour marquer une certaine unité nationale, il a préféré qu'on choisisse le nom Bénin pour couvrir tout le territoire national. Ça veut dire que c'est une décision qui a été prise dans le temps pour marquer une certaine circonstance dans le pays. Et aujourd'hui, nous n'avons pas, quand la conférence nationale est arrivée, on n'a pas mis de côté ce nom Bénin-là, et c'est ça qui a continué jusqu'à aujourd'hui, seulement qu'on l'a privé de la popularité, sinon bon, du populaire qu'on avait ajouté dans le République populaire du Bénin, et le populaire a disparu, et c'est devenu République du Bénin. Ça veut dire que quelque part, nous continuons aujourd'hui d'utiliser ces différentes réformes qui ont été opérées au niveau de ces trois dates-là que nous utilisons aujourd'hui. Maintenant, quand le président Mathieu Kérékou avait pris le pouvoir et que le 30 novembre 1975, il avait changé, on est devenu République du Bénin, République populaire du Bénin. Il y a eu quand même des philosophies qu'il avait développées, comptons d'abord sur notre propre force. Mais aujourd'hui, avec le président Talon, quand il a pris le pouvoir, des trentaines d'années après, on a constaté que c'est la même philosophie. Comptons d'abord sur nos propres forces. Seulement, lui ne l'a pas dit, il est so. Mais il a quand même demandé à ce que chacun fasse table rase du passé et de penser le développement de son pays. Donc, quelquefois, pour changer, il faut d'abord opérer un changement qualitatif en son sein avant de penser à ce changement au niveau national. Et que j'ai suivi un jour, il a même dit que n'ont pas besoin nécessairement d'aller tendre la main aux gens à l'extérieur avant d'organiser, par exemple, une élection dans notre pays. Et cette réforme qu'il a initiée, ça nous a permis quand même d'engager beaucoup de sous au niveau local pour organiser les élections passées. C'est en quelque chose une école qui continue. Voilà, parlant toujours de ce discours programme du général Mathieu Kérékou, je l'ai sous la main ici, je cite, « Comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, sur l'initiative créatrice des larges masses dans notre lutte pour développer notre économie et pour donner à notre peuple la dignité et la personnalité d'un peuple libre. » Toujours d'actualité, n'est-ce pas? Toujours d'actualité parce que il faut constater que Mathieu Kérékou est un militaire et il a fait beaucoup aux côtés des présidents. Et pour ne pas dire qu'il a été l'aide de camp du président Manga. Donc il a beaucoup circulé avec le président Manga dans d'autres pays. Il connaît un peu la philosophie qui a sous-tendu un peu la volonté de l'indépendance. Bon, donc il est suffisamment informé. En politique, il était suffisamment informé. Donc ces positions lui ont permis quand même de savoir, d'être dans l'objectif de l'indépendance. Et c'est un militaire. Et le discours, cet extrait, déjà quand vous l'écoutez, vous sentez que c'est un militaire qui est en train de parler. Parce que chez les militaires, c'est le réalisme. Chez les militaires, il n'y a pas trop de discours, il n'y a pas trop de... Parce que quand vous n'avez pas les moyens et vous dites, vous avez les moyens, vous allez au front, c'est que vous livrez votre poitrine. Donc, comptons d'abord sur nos propres forces, je crois que c'est un engagement militaire. Donc, ça c'est ressenti à travers le discours et vous n'avez pas... vous avez constaté, le gouvernement qu'il a formé était un gouvernement militaire. Il n'y avait que des militaires dedans. Vous voyez, c'est classique
Parce que en disant, nous allons opérer un changement, les intellectuels qui ont lutté pour qu'on aille à l'indépendance ont montré leur faille parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Le premier gouvernement, 3 ans, c'est parti. Et les 10 ans qui ont suivi, il y a eu 9 changements. À la tête, il y a même eu des présidents jamais installés. Et à son âme, il est parti tout dernièrement. Oui. Il y a des présidents d'une journée. Bon, président Kongaku. Donc, on a connu tout. Le président de 8 mois, président Zinsou, avec lui aussi, en son temps, sa rigueur qu'il a amenée. Donc, on sent que ce gouvernement militaire avait un objectif. Et le raisonnement était militaire. Et c'est ce raisonnement qui a été perturbé. Et à un moment donné, parce que les intellectuels ont pu exploiter les failles au niveau de l'armée, de ce système, qui n'avait pas tout ce qu'il faut dans tous les compartiments. Et quand les intellectuels sont rentrés dedans, ils ont dopé le système et on a abouti à ce à quoi on a abouti vers la fin, parce que l'objectif n'était plus, il n'y avait plus de l'homogénéité dans les réflexions quand il a ouvert à tout le monde. Donc c'est pour dire que le discours-programme aussi a été un discours un peu précipité, parce que 26 octobre au 30 novembre, ça fait 1 mois. Oui. Bien que ce soit tout... Mais est-ce que le contexte ne l'exigeait pas dans le temps? Oui, le contexte l'exigeait. Le contexte l'exigeait parce que, les confrères l'ont dit, l'instabilité qu'il y avait ne permettait pas comment nous pouvons avoir 3 présidents dans un pays. Oui. 3 présidents pour gérer un pays. Ce n'est pas un président, un premier ministre, un ministre d'État, non. Ni vice-président. Bon, donc c'est 3 présidents. Toi, tu fais 2 ans, je viens faire 2 ans. Tout comme s'il n'y avait que 3 personnes qui pouvaient diriger ce pays. Vous voyez. Donc, 1 mois pour écrire. Parce que si c'était qu'ils avaient eu le temps de tourner, le monstre à 3 têtes avait eu le temps de tourner, les militaires même auraient eu le temps de réfléchir. Parce que les militaires, ils venaient toujours pour régler. Oui. Pour régler. Donc, ils auraient eu le temps de réfléchir profondément. Mais 1 mois pour pondre un discours-programme, ça, ils ont même déjà beaucoup fait. D'ailleurs, quand on prend le contenu de ce discours-programme, ça prend en compte plusieurs aspects qui vont concerner qui vont pouvoir permettre le développement du pays, notamment l'assainissement des finances publiques, la formation des cadres, des enseignants, l'éducation, la santé, tout était dans ce programme. Vous voyez l'armée aujourd'hui, ce discours-programme. L'armée est une unité. Oui. Vous voyez, vous rentrez dedans, vous avez tout. Donc c'est un peu cette boîte qu'eux ils ont et qu'ils gèrent, qu'ils ont pensé qu'on peut généraliser. Vous voyez quand, même dans le domaine des infrastructures, aujourd'hui à un moment donné tout le monde dit qu'il vaut mieux confier ça au génie militaire. Vous voyez, parce qu'on sent qu'il y a de la rigueur à ce niveau, donc tout ce qu'on peut confier à l'armée, tout ce que l'armée peut faire avec un gouvernement militaire doit pouvoir connaître la rigueur qu'il faut dans la gestion de la chose publique et autres. Mais donc ce discours-programme a été... Pensez-vous que c'est toujours d'actualité? C'est absolument, c'est toujours d'actualité. Oui. Et ça se sent aujourd'hui. Vous allez constater que le gouvernement le plus stable que nous avons eu après la Révolution, c'est le gouvernement, même pendant la Révolution, parce que c'était classique, hein, c'était 3 gouvernements par quinquennat. Oui, 18 mois, les remerciements s'en vont, le développement 2 ans, donc, et le gouvernement des élections vient faire 12 mois. Donc c'est classique. Mais avec le président Talon, nous avons constaté que c'est un gouvernement purement stable. Et je l'ai dit la dernière fois, il y a des militaires qui vont rester du début jusqu'à la fin. Parce que ce qu'on a amené pour déstabiliser le régime militaire était, il faut faire une unité nationale.
il faut faire unité nationale, il faut tenir compte de ci, il faut tenir compte de ça. C'est ça qui a fait que les autres, les intellectuels sont rentrés dedans. Mais ici, maintenant, on est en train d'assister aujourd'hui à une forme de régime stable, un peu comme régime militaire, parce que c'est ceux qui savent, qui comprennent le langage du chef de l'État, c'est avec ceux-là qu'il est en train de travailler. Je ne prends que comme exemple le retour de Hervé Khéromen. Tout le monde a senti tout de suite, au ministère des infrastructures, tout le monde a senti tout de suite qu'il y a un minimum de changement sur les chantiers. Parce qu'avec l'œil du spécialiste, quand il regarde, il dit ça là, non. Il est allé même jusqu'à rentrer dans l'organisation interne des sociétés qui sont en train de ne pas respecter les engagements sans trop impliquer, mais aller à l'organisation. Donc on sait de quoi il s'agit. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça et que le programme d'action n'est pas un programme d'action, disons, d'un département, d'une localité, n'est pas un régionaliste, mais quelle que soit l'origine du ministre qui doit exécuter, c'est le programme qui compte. Donc on sent que le programme du chef de l'État aujourd'hui ressemble un peu au programme qu'avaient les militaires, mais à un moment donné, comme ils n'avaient pas, comme aujourd'hui, toutes les intelligences qu'il faut, non, les autres sont rentrés dedans, et c'est pour ça que très tôt, 2 ans après, en 1974, on leur a dit, voilà, vous ne pouvez pas gérer comme au camp, il vous faut une orientation nationale. Et le discours d'orientation est arrivé. Le marxisme, le léninisme est rentré, l'idéologie est rentrée et c'est devenu politique. Voilà, Loge Gandaro, si on doit se référer au contenu toujours du discours programme, c'est vrai, nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir la réalisation ou la mise en œuvre de ces recommandations. Est-ce à dire que les gouvernements qui ont succédé, le général Mathieu Kérékou, n'ont pas compris ce discours programme pour le mettre en œuvre? Non, parce que ça fait bientôt près de 50 ans déjà. Oui, tout à fait, tout à fait. Et qu'on parle de réforme, on parle d'assainissement de finances publiques, et que c'est maintenant que nous sommes en train de voir ces fruits. Les gouvernements qui ont suivi, vous savez que dans ce processus-là, il y a eu l'avènement de la démocratie. D'accord? Mais bien avant l'avènement de la démocratie, tout ce dont mes confrères ont parlé tout à l'heure, tout au début, l'intention était bonne. Mathieu Kérékou était parti pour un changement radical. Rompre avec l'ancienne politique, ils en ont parlé tout à l'heure, avec le conseil présidentiel qualifié de monstre à 3 têtes, avec Hubert Manga, Sourou Migapiti, Justin Tometi Aroumadegui, n'est-ce pas? Et vous voyez les conflits politiques qui suivaient. D'accord? Ça ne laissait pas le temps aux dirigeants d'alors de mener une politique digne du nom, de s'investir pour amener le Bénin à accroître son économie et à accéder à un développement tant attendu. Voyez-vous? Donc Mathieu Kérékou est parti avec cette volonté de changement-là. Mais très tôt, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu des conflits au sommet de l'État. Parce que vous savez que les cadres à l'époque, les jeunes, même les jeunes, je veux parler de Aboulaye Issa, je veux parler d'Adjoboko Inyans, c'était de grandes idées. C'était l'idéologie qui primait. Parce qu'avec, n'est-ce pas, nous avons parlé tout à l'heure du discours programme en 1972 et en 1974, avec l'adhésion officielle, n'est-ce pas, du gouvernement au marxisme-léninisme, il y a eu, n'est-ce pas, l'installation, la création de nouvelles structures, le Conseil national de la Révolution, avec la formation idéologique et patriotique, s'était imposé. Donc c'était des idées de révolutionnaires. Il fallait changer. Il fallait rompre avec l'ancien ordre. Oui, cette adhésion, est-ce que ça ne vient pas soutenir peut-être l'État dans le temps, dans sa décision de comptons sur nos propres forces? Oui. Puisque peut-être le fait d'amener les populations à adhérer, le fait d'amener les Béninois à adhérer, ça tardait. Il fallait ce coup de main-là? Non, voyez-vous, tout est parti avec ces idées révolutionnaires, mais très tôt, au début, il y a eu de fausses notes. Oui. Il y a eu des conflits, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les dirigeants d'alors
je veux faire allusion à à certains collaborateurs de Mathieu Kérékou comme Michel Aïpé, n'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'il y a eu l'affaire Kovas, alors que ceux qui sont venus disent qu'il veut rompre avec l'ancien système, combattre la corruption, combattre la gabégie, les détournements de biens publics et l'instabilité politique avec les coups d'État. Il y a eu l'affaire Kovacs, une vaste affaire de corruption qui déjà a divisé les dirigeants de l'époque au sommet de l'État. Et Mathieu Kérékou n'était plus en odeur de sainteté, ne s'entendait plus avec ceux qui devraient l'accompagner sur ce chemin de la révolution, avec Michel Aïpé. Et très tôt, il y a eu une certaine purge au niveau de l'appareil d'État. Tous ceux qui, à l'époque, étaient de l'ancien système, étaient considérés, et qui n'épousaient pas cette idée-là, étaient considérés comme des contre-révolutionnaires. Et à l'époque, on parlait de l'impérialisme international avec ses valets locaux. Les valets locaux, c'était les cadres intellectuels ici qui s'opposaient à cette idée-là et qui s'opposaient à cette forme de gouvernance-là. Ils étaient considérés comme des anti-révolutionnaires. Les valets locaux de l'impérialisme international. Parce que ce qui comptait, c'était on estimait que non, le capitalisme, ça ne pouvait pas nous conduire à bon port. Donc les grandes nations, les pays, la France, les États-Unis, étaient considérés comme des pays capitalistes. Et notre pays, le Dahomey, s'est aligné sur l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, avec cette option-là, où nous disions que le socialisme scientifique est notre voie de développement et le marxisme-léninisme notre guide philosophique. C'était l'option. Mais au sommet, il y a eu ce conflit dès le départ avec l'affaire Kovacs, une affaire de corruption, où il y a eu malentendu qui a conduit même, n'est-ce pas, à l'assassinat de Michel Aïpé, ex-ministre de l'Intérieur, de Mathieu Kérékou. Donc il y avait eu des cadres, la poursuite, la condamnation, beaucoup de prisonniers politiques qui sont restés des années en prison sans jugement. Donc c'était mal parti. L'idée, c'était bien au début, mais il y a eu ces problèmes-là, ces conflits-là, qui ont retardé un peu la cohésion, sinon qui ont compromis un peu la cohésion au sommet de l'État et qui devraient permettre, n'est-ce pas, à ces cadres-là de s'entendre et de beaucoup plus s'investir dans la lutte contre la corruption, la gabégie, les détournements, n'est-ce pas, et de s'investir véritablement dans les actions de développement. Voilà. C'est très bien. Voilà, Mathias Sossou, je reviens à vous. J'étais vraiment emballée par les explications de Loge Gandao. Je reviens toujours à vous. Est-ce que ces différentes dates, ces différents événements concouraient pour le développement du Bénin? 30 novembre 1972. Oui. 30 novembre 1974 et 30 novembre 1975. Pour ceux qui suivaient l'actualité dans le temps, il y avait une chanson que Jonas Pedro, paix à son âme, Jonas Pedro chantait. Oui. Bénin, 30 novembre 1974. Donc il y avait... C'est vrai, moi je te reconnais. Tous les 30 novembre de chaque année, oui. Il y avait quand même cette célébration. Les différentes dates de 30 novembre qui se sont succédées ont quand même beaucoup fait pour la formation du citoyen béninois. Vous allez constater dans le temps que dans les écoles, on parlait de cantines scolaires ou coopératives scolaires, où déjà depuis le primaire, les enfants savaient comment faire l'élevage de petites volailles dans les écoles. Et ils avaient des poulaillers qu'ils entretenaient et les œufs se ramassaient à volo dans les poulaillers pour quand même nourrir ces enfants-là. Quand quelqu'un a parlé de compte d'abord sur le profond, c'était partie de ces petites activités-là, créatrices de revenus, qui pouvaient quand même former le petit citoyen de son niveau où il est, pour que après sa formation, il ne puisse pas souffrir, parce qu'il n'y avait pas l'enseignement technique et professionnel dans le temps. C'était dans les collèges quand même que ces petites initiatives se prenaient pour former les petits citoyens que nous étions, et puis pour qu'après les études, nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes. Donc, il y avait déjà cette idée de développement depuis la base. Et quand mon confrère a parlé de l'affaire Kovas, Kovas, c'est un nom propre de personne.
Monsieur Kovas, Oui. c'était une grande mafia qui s'organisait. Ça n'avait pas seulement cours au temps de Kélékou après de 1972. Ça a commencé depuis le monstre à 3 têtes, où cet individu, c'est un blanc qui était à la base de l'installation des différents régimes, où il livrait des fournitures de bureaux avec une surfacturation énorme dans le pays. Mais quand Kélékou est revenu, il est venu au pouvoir et puis après, quand il s'est engagé dans la lutte contre la corruption, tout ça là, mais il a mis fin à ça. Et c'est ça qui a créé Affaire Kovas, où tout le monde a commencé par parler d'Affaire Kovas. La lutte contre l'impunité, dans le temps, il y avait des ministres qui, après leur nomination, quand ils sont impliqués dans des affaires données, mais on les arrête et ils sont jetés en prison. Et je me rappelle un nom, Hospice Antonio, qui était quand même un grand, en tout cas, de la Révolution, mais qui finalement s'est retrouvé derrière les barreaux à un moment donné. Il y avait de grands noms. Bon, nous n'avions pas cité juste là le nom de Azoïro, Martin Doua Azoïro, qui vit encore. Ça dit, il y a eu que moi j'ai senti, après analyse, j'ai senti que les militaires eux-mêmes étaient vraiment citoyens. Ils étaient tellement décidés, ils avaient des objectifs à atteindre. Et c'est quand les cadres, les intellectuels sont venus s'ajouter au groupe des militaires que les affaires ont commencé par capoter. C'est toujours les civils qui ont dit à Kélékou que vous ne pouvez pas faire une révolution sans une idéologie. Et c'est comme ça qu'ils sont allés chercher le système marxiste-léninisme pour lui amener. Et c'est comme ça. Et à chaque fois. Mais on sent que dans les actions, dans les actes que le président Kélékou posait, il y avait la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, tout ça là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'entendons pas? Il y a aussi la lutte contre la corruption. Si les présidents qui se sont succédés après Kélékou, tout ça là, ont maintenu le cap jusqu'à un niveau donné, ce serait déjà un terrain balisé pour quand même la lutte contre cette corruption. Et vous allez constater que les militaires ne sont pas trop attirés par le bien matériel. C'est les cadres, nos intellectuels. Comme on a l'habitude de le dire, le sens patriotique. Le sens patriotique, voilà. Plus que les civils. Regardez, les cadres, les intellectuels qu'on nomme des postes donnés au 21e siècle aujourd'hui, en tout cas dans les années 2010, 2015, jusqu'à 2019 aujourd'hui, il suffit qu'on nomme un petit cadre à un niveau, c'est comment faire pour construire des gratte-ciel, c'est à ça qu'ils pensent, et ils ne commencent pas à mettre la main à la caisse de l'État, alors que ce n'est pas sa propre caisse. Et on commence pas à faire des détournements. Mais comme ça doit fatiguer le président. Regardez la lutte que le président Talon a commencé par mener depuis le début. Et il y a encore des gens de ces gouvernements-là, de la rupture, qui s'impliquent dans des affaires de corruption ou de détournement d'argent qu'on arrête à chaque fois. Regardez au CNCB, par exemple, où on a des assez d'exemples sur ce plan-là. Voilà. L'idée capitale de ces deux présidents que moi je vois, Patrice Talon et Mathieu Kélékou, c'était quand même pour le développement de notre pays. Très bien. Même question, Constant Yaredéou. Oui, le développement est à la base de la volonté de tous les gouvernements. Et vous allez sentir que la révolution, les trois glorieuses dont nous parlons, c'est vrai qu'au Bénin, nous aimons les uniformes. Nous aimons beaucoup porter les uniformes, mais ça doit être aussi un peu une coïncidence qui a amené à ça, parce que dès qu'ils ont fait le coup d'État, c'est qu'il fallait il fallait pouvoir dire quelque chose. Pourquoi vous avez fait le coup? Donc très tôt, il faut pouvoir dire quelque chose pour que le président ne reste pas trop intérimaire ou montrer qu'il est là pour organiser les élections et remettre le pouvoir. Donc, il faut dire, voilà ce que nous voulons vous faire. C'est pour ça que, sans projet de société, ils sont obligés d'aller directement en un mois au discours programme. Et c'est parce que l'armée est un couvent que ça a été plus facile. Ils étaient entre eux. Donc, ils ont suivi les mêmes formations, pratiquement dans les mêmes écoles. Donc, ça a été facile pour eux de s'entendre et de sortir un programme. Maintenant, ils se sont dit, pendant combien de temps nous pouvons évaluer? On se donne 1 an ou on se donne 2 ans? À partir du moment où c'est un 30 novembre qu'ils se sont mis ensemble pour décider du programme, ils ont dit quand c'est 2 ans, donc ça fait novembre 114. Bon, donc si c'est novembre 114, on n'a qu'à alors maintenir 30
pour garder exactement l'intervalle. Et après, ils disent maintenant, comme on a l'orientation qu'il faut, c'est-à-dire de quelle arme nous pouvons disposer pour exécuter ce programme. Oui. Si on fait le lien, si on fait la comparaison, c'est pratiquement la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Après projet de société, le PAG est arrivé. Mais après le PAG, voilà ce que nous voulons faire. Comment il faut aller vers ça? Il y a la mobilisation des ressources. Vous voyez? Oui. Donc, le gouvernement s'est donné comme orientation de réduire les pertes que nous avons organisées et tout, pour pouvoir mobiliser les fonds. Les confrères l'ont dit tout à l'heure. Et quand ils ont commencé, ils ont vu que à travers l'option qu'ils ont choisie, il faut l'unité nationale, parce que quand les autres sont rentrés dedans, les idéologies sont rentrées dedans, les théories, mais quand, vous m'excusez, quand ma mère était chef district, mais quand elle allait, elle revenait, mais on ramassait des documents fatigués du véhicule, le truc de l'Union soviétique. Alors là, il y avait tellement de théories à s'approprier que on ne peut pas, les militaires ne pouvaient pas ne pas associer. Et je rends hommage à M. Oudouali, le ministre Oudouali. Alors là, faut pas ouvrir. Oui, dès que vous ouvrez là, vous n'avez pas le temps de suivre, il ne faut pas l'inviter. Donc la théorie était là. Vous voyez? Et maintenant, c'est tout ça qui a conduit au changement, pour l'unité nationale, le changement du nom. Et au moment où ils ont fait l'orientation, le discours d'orientation nationale, on dit, bon, maintenant, comme on doit faire, donc on se retrouve dans un an, penser à tout ça, et on s'est retrouvé à 30 novembre encore, 75 pour le faire. Mais est-ce que, avec la Nouvelle République, bon, aujourd'hui, on est allé de progrès de société au PAG, du PAG, on est allé à comment mobiliser les ressources. Quelle va être l'orientation de l'action gouvernementale, et aujourd'hui, on est allé au changement de constitution. Vous voyez. Donc, j'ai compris que c'est un peu classique. Et c'est ça que les jeunes cadres qui ont pris le pouvoir en 60 n'ont pas pu faire à temps, tel que le gouvernement de 72 à 75 en 3 ans a pu s'asseoir, comme aujourd'hui le gouvernement en place en 3 ans a pu le faire. Il aurait pu le faire en 2 ans si la première tentative n'avait pas échoué dans le temps. Donc en 3 ans, un nouveau système doit pouvoir s'installer, se dire qu'est-ce que nous voulons réellement faire. C'est ce que les autres n'ont pas pu faire, et on a été obligé d'arriver à ce niveau. Sinon, que tout était bien parti avec la révolution. Ils ont bien observé la vie politique, et rapidement, comme ils étaient entre eux militaires, ça a été très bien fait. Et aujourd'hui, certains qui ont vécu ça, parce que c'est d'abord ce qu'il faut le plus noter, c'est le patriotisme. Ah oui, c'est le patriotisme. Très bien. Oui, vous chantez aujourd'hui l'hymne national, ça ne dit plus rien à beaucoup de gens. Le drapeau, j'ai vu le drapeau la dernière fois déchiré quelque part. Bon, mais ça m'a fait plaisir que ce soit un individu privé devant ton atelier qui ait mis le drapeau. Vous voyez, un privé, un truc de menuiserie ou de sculpture sur bois qui a mis, même si le drapeau est déchiré, il sait quand même. C'est symbolique. C'est vraiment symbolique. Ça m'a vraiment fait plaisir. Du retour de cimetière de Ouida, j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Euloge Gandaro, de ces 3 dates, la nouvelle génération, la jeune génération, c'est vrai, on commémore chaque année ces grandes dates-là. Qu'est-ce que la nouvelle génération peut retenir de façon concrète ou de façon succincte pour poursuivre peut-être l'œuvre qui a été pensée? Oui, et nous allons dire que tout n'est pas mauvais, comme il a souligné tout à l'heure. Oui. Ils étaient partis, à l'époque, les dirigeants, les collaborateurs de Mathieu Kérékou, mais avec les grandes idées
de la période révolutionnaire. Ils étaient bien partis. Et comme il a souligné, la formation idéologique était obligatoire. Formation idéologique et patriotique. Patriotique et pré-militaire. Généralisé à tous les niveaux. Patriotique et pré-militaire. Généralisé à tous les niveaux. N'est-ce pas? Et l'idée était bien partie. Oui. Hein? Les citoyens les avaient la conviction. Vous voyez les grandes mobilisations au niveau du pays. Voyez-vous, les chants révolutionnaires qui étaient composés à l'époque. Toutes les manifestations, vous vous rendez compte que, sincèrement, le pays était mobilisé pour la cause révolutionnaire. Donc, on était bien parti. D'accord? Donc, tout n'était pas mauvais. Avec l'école nouvelle, comme il a dit maintenant, il y a eu des changements au niveau de l'éducation avec une ferme volonté de l'État d'améliorer l'éducation et de faire en sorte qu'il y ait vraiment développement du secteur de l'éducation. Comptons sur nos propres forces, nos propres ressources, avec tout ce que nous avons vu au niveau des écoles, où il y avait de petits groupes, chaque collège avec comment dire, son équipe de sport, et sa coopérative, avec comment dire, son orchestre, avec au CGB Gamin, au CGB Tantopa et ailleurs. Et puis les autres activités, que ce soit le folklore, la danse, tout ça là, ça suscitait. La génération actuelle devrait. C'est un exemple qu'on devrait regarder. Ça a été par la suite malheureusement abandonné. Mais ça devrait, c'est quelque chose que nous devons, n'est-ce pas, préserver. Ça n'a pas été préservé. L'esprit de création, la créativité. Oui, la créativité. Prendre des initiatives. Ça incitait les jeunes à l'époque à créer et à eux-mêmes à faire des efforts pour initier, pour créer quelque chose. Très bien. Ça a été abandonné par la suite. J'ai dit donc tout n'est pas mauvais. Il y a des acquis et on devait les préserver. Mais malheureusement, nous avons dit que les luttes de clans, les luttes politiques de l'époque n'ont pas permis ça. Parce que, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de choses à garder, mais il y a aussi de mauvaises choses. Parce que la politique à l'époque, vous avez vu, contrairement au régime du président Talon, puisque si nous devons faire la comparaison aujourd'hui, cette volonté de lutter contre, contre la corruption et l'impunité, vous voyez comment ça se fait. On fait un état des lieux, on fait des investigations, et c'est sur la base des preuves qu'on vous interpelle. Et à une justice, n'est-ce pas, les pouvoirs sont séparés. Vous en répondez devant la justice. Or, à l'époque, avec Mathieu Kérékou, n'est-ce pas, avec le parti de la Révolution populaire du Bénin, vous avez vu ce que nous avons essayé, vous n'oubliez pas, la célèbre prison de Segbana, où ceux qui n'épousaient pas l'idée révolutionnaire, les réactionnaires étaient poursuivis, certains étaient condamnés à mort. N'oubliez pas l'ancien président Émile Dialin Sissou, ceux-là qui sont allés en exil ont pris la fuite. Le président Rumbedi, Adrien Rumbedi, qui s'est enfui. Il y avait Bertin Borna, c'était des cas de l'époque, ancien ministre, avocat, Bertin Borna, qui a fui le pays. Il y avait, comment appelle-t-on, assez d'événements financier, beaucoup ont fui le pays. C'était vraiment des exilés politiques. Contrairement à l'époque actuelle où, avec le président Talon, certains ont des ennuis avec la justice, certains ont commis des infractions et volontairement ont quitté le pays et se sont déclarés exilés. En gros, la jeunesse doit retenir que la jeunesse d'aujourd'hui doit retenir que l'effort, n'est-ce pas, au bout de l'effort, il y a le réconfort. Le réconfort. Donc il faut d'abord l'effort. Le président Talon, avec sa vision, n'est-ce pas, nous a mis sur ce chemin-là, combattre ces fléaux-là qui empêchent le développement, mais en même temps, avec le gouvernement du président Talon, nous ne vivons pas en autarcie. C'est ça, voilà. Mathias Sossou, nous recevons l'aide, l'appui des autres pays. Ils ont compris, ils ont apprécié les réformes en cours. Ils ont parlé de la pertinence de ces réformes-là. Ils ont décidé d'accompagner le président Talon. Mathias Sossou, qu'est-ce que la nouvelle génération devrait retenir de ces grandes dates? Oui, avant ça, je n'ai pas eu le temps de questionner le Quelques passé. Minutes. Oui, je n'ai pas eu le temps de questionner le passé du président Talon quand il avait eu le baccalauréat. Parce que je crois dans le temps quand il y avait
le gouvernement militaire révolutionnaire, Oui. quand tu avais le bac ou le BPC, avant d'entrer dans la fonction publique, tu vas aller faire 1 an au moins de Service formation. militaire. Service militaire, oui. C'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis en train de comparer. Et vous allez constater qu'il y a certaines choses que le président, une certaine rigueur que le président Talon a instaurée dans le pays qui s'apparente à celle de Mathieu Kérékou. Contrairement à son prédécesseur qui avait quand même eu l'idée d'aller piocher des choses importantes dans le régime du gouvernement militaire, Oui. mais qui n'a pas pu l'exploiter. Regardez le service militaire qu'on a initié au temps du changement qui n'a pas fait long feu. Et Oui. ceux-là qui sont allés sont même à la maison aujourd'hui. On n'a Oui. pas pu les réinsérer alors que c'était quand même une bonne idée qu'on pouvait quand même oui. Voilà. Voilà. Oui, Eloge. il faut Non, pardon, Constant. forcément que nous repartions sur la base du patriotisme. Parce que c'est d'abord ça. Tout ce que nous devons faire, si nous ne disons pas, nous le faisons en tant que Béninois. Je fais ça pour Olali, je fais ça pour Mathias. Ça ne peut pas. Le sens, c'est comme j'étais dans un bar, une boutique. Là, le soir, là, c'est le général Mathieu Kérékou qui est descendu, qui est rentré dedans. Et quelqu'un parlait, et il a dit non, l'État là, ce que fait l'État là, c'est pas bien. Et personne ne savait que c'était lui qui était dedans. C'était au temps de la Révolution, il était dans un véhicule banalisé. Il est rentré dans la boutique pour acheter, je sais pas. Moi, j'étais avec mon maman qui tenait. Et il a dit, ah, l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est toi. L'État, c'est moi. L'État, c'est lui. Bon, allons tuer l'État. Il a tout dit. Ça veut dire que... Nous allons nous tuer. Nous allons nous tuer. Ça veut dire que l'État, c'est nous tous. Oui. Donc, si nous tous, nous ne prenons pas conscience que nous sommes béninois et que nous devons, le développement du Bénin nous revient, ce qui est sûr, on serait en train. Donc, je crois que ce qui est à faire, c'est de se retrouver en scientifique à un niveau donné, les politologues et tout ça là, pour nous dire de notre histoire jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui est resté constant sur toute la ligne, qu'on puisse capitaliser ça et que nous tous, nous pourrions nous en approprier pour que le service militaire ne soit pas une affaire d'un régime ou d'un autre. Très bien. Si c'est ça qui est forcément bien pour que le patriotisme, jusqu'à aujourd'hui, la France qui faisait service militaire avant que nous ne prenions l'indépendance continue de faire service militaire. Ça, donc il faut franchement se regarder et se dire, quand les écoles, la majorité des gens qui fournissent aujourd'hui des cadres, c'est les écoles privées. Mais dans les écoles privées, on ne montre plus le drapeau. Les petits ne connaissent plus une seule phrase de l'hymne national. C'est dangereux. Quand c'est comme ça, on est sur le terrain à la Coupe d'Afrique, on voit tout le monde murmurer et personne ne peut chanter l'hymne. Mais quand vous chantez l'hymne avant le combat et que vous allez au front, il y a quelque chose qui vous anime. Mais quand le monsieur ne connaît même pas l'hymne et il est là à faire la bouche, on dit bon, mets-toi sur le terrain, il fait ce qu'il peut parce qu'il manque une détermination à un niveau donné. Et tout ça, on doit le faire. Aujourd'hui, on est en train d'aller au lycée technique. Oui. On est en train d'aller au développement des lycées techniques. On aurait pu prendre tout ça de la Révolution, qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de dire, vous avez vu, les Ghanéens sont partis. Il n'y a plus de Choumeka. Ils sont tous partis parce que ils ont compris que, comme ils sont des techniciens, le développement a commencé. Bon, ils sont partis chez eux, aller développer chez eux. On voit ce que le Ghana est aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut vraiment penser à capitaliser tous ces acquis-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Constant Yaouédé. Vous êtes directeur de Radio Planète. Merci d'être venu ce matin. Merci également à vous, Eloge Gandaro, directeur de publication Le Grand Matin. Merci à vous, Mathias Sossou, directeur de publication Le Gongonneur. Merci à vous tous d'être venus, de renouveler votre fidèle à cette émission. Et agréable semaine et agréable mois à vous tous.